On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission politique aujourd'hui. Dans quelques instants, politique scolaire. Que nous réserve l'avenir pour les commissions scolaires avec l'arrivée du nouveau gouvernement Legault et du nouveau ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge? On en discute avec la présidente de la commission scolaire des Hautes-Rivières, André Bouchard, dans quelques instants. Mais d'abord, politique municipale. L'équipe Fecteau devient l'équipe pour Saint-Jean et on reçoit l'un de ses membres, le conseiller Yvan Berthelot. Parlons politique municipale. Il y a quelques jours, l'équipe Fecteau a tenu un cocktail de financement et par le fait même, on a annoncé aussi le retrait de la vie politique de Michel Fecteau et le changement de nom de cette équipe politique qui désormais va s'appeler l'équipe pour Saint-Jean. Pour nous en parler, l'un des membres de cette équipe, conseiller municipal Yvan Berthelot. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, expliquez-nous un peu la démarche. Certains diront on est quand même à 3 ans et peut-être même 3 ans et demi des élections parce que le gouvernement même pourrait être tenté de déplacer les élections municipales au printemps 2022. C'est pas un peu de bonheur? Nous ne sommes pas en campagne électorale. Ça vient de la volonté d'une majorité de conseillers municipaux de la ville de Saint-Jean pour dire que ça fait 1 an qu'il y a une nouvelle équipe qui est élue, ça fait 1 an qu'il y a un nouveau maire, et les gens notent qu'il y a de l'immobilisme complètement à Saint-Jean, il n'y a aucun projet. Donc, une majorité d'élus s'est regroupée pour dire, écoutez, nous, on va mettre ça sur la table, comment on voit cette ville dans les années futures. Donc, c'est ce qu'on a voulu présenter dans une levée de fonds. Et M. le maire, l'ex-maire Fecteau voulait se retirer, bien sûr, de la politique active. Donc, ça a été le moment, justement, à propos pour faire cette rencontre-là. Bon, comment ça fonctionne avec le directeur général des élections quand on change de nom, on change de chef? Parfois aussi, il peut y avoir une dette de la dernière campagne électorale. Il faut que les chiffres se balancent, il faut rendre des rapports. C'est un peu technique, mais les gens qui se posent des questions à l'égard de ça, comment ça fonctionne dans cette transition-là? Alors, tout suit. Donc, les dettes du parti, les actifs du parti, tout suit. Donc, le nom de l'équipe change. C'est une démarche administrative. Et le nom du directeur ou du chef de l'équipe change aussi. Donc, présentement, le maire Fecteau, l'ex-maire Fecteau, a fait parvenir sa lettre de démission au directeur général des élections. Donc, celui-ci devrait l'accepter. Lorsqu'elle sera acceptée, alors la nouvelle équipe va faire connaître, l'équipe pour Saint-Jean va faire connaître un directeur qui possiblement ne sera pas un élu, ça va être un directeur d'équipe. Bon. Qui sont les membres de la nouvelle équipe, de l'équipe pour Saint-Jean? Donc, on connaît, Mme Marcoux, Mme Charbonneau, Mme Poisson, M. François Auger, M. Michel Gendron et M. Jean Fontaine. Nous sommes 7, donc c'est la majorité au conseil municipal. Donc, les 6 membres de l'équipe Fecteau, plus Jean Fontaine, qui, à la dernière élection, était indépendant. Exact. Qu'est-ce qui motive Jean Fontaine de faire partie de votre équipe maintenant? Bien, je pense qu'il serait, ce serait opportun de lui demander, mais je pense que Jean Fontaine, ce qu'il veut, c'est travailler en équipe. Alors, c'est ce qui l'a motivé. Il nous l'a dit, moi, je veux travailler en équipe, je suis un gars d'équipe et je crois en une équipe pour l'avenir de Saint-Jean. Et bien sûr, les projets qu'on entend mettre de l'avant sont des projets auxquels on souscrit, bien sûr. Bon. Avez-vous tenté des pourparlers ou des avances auprès de Marco Savard et de Mélanie Dufresne? Présentement, oui, on a eu des pourparlers. Madame Dufresne, pour l'instant, c'est sûr qu'elle veut demeurer indépendante. M. Savard aussi. Mais M. Savard dit qu'il va prendre la période des fêtes, il va consulter ses gens, les gens qui l'ont élu, et il va nous revenir quelque part au niveau de l'année 2019 pour nous faire part de ses intentions. Bon. Est-ce qu'effectivement, vous l'avez dit en introduction, la dynamique a changé, nouvelle équipe, nouveau maire. En même temps, je serais tenté de dire à peu près le même conseil, à quelques personnes près. Est-ce que, effectivement, vous devez un peu vous réorganiser par rapport à ça parce que vous détenez la majorité décisionnelle au conseil avec le groupe des 6, des 7, des 8 ou des 9, là, appelons ça comme on veut. Et le maire est en minorité. Par contre, votre équipe n'a pas vraiment de chef en tant que tel. Est-ce que c'est ça un peu qui devient compliqué, c'est-à-dire d'avoir à gérer la majorité, donc les décisions au conseil, sans nécessairement avoir de chef proprement dit? Non, c'est pas compliqué pour nous. Tout le monde a une voix et on discute ensemble et on fonctionne par consensus. Et la première année, c'était une année assez difficile. C'était une année d'ajustement, je dirais même une année de chicane. Nous, vous nous connaissez depuis Mme Marcoux, ça fait presque 30 ans qu'elle est là. Moi, ça en fait 20.
On n'a pas passé nos assemblées de conseil à faire des chicanes, on a plutôt travaillé sur des projets. Alors, voyant qu'il n'y a pas de projet, donc une majorité prend donc l'initiative, il faut s'occuper de la population parce que, vous savez, une ville qui arrête d'avoir des projets, on n'en paye pas tout de suite les conséquences. Mais dans 5 ans ou dans 7 ans, lorsqu'on vivra un ralentissement économique, si on n'a pas fait d'implantation d'industrie, mais là, il va y avoir un creux, puis il va y avoir des pertes d'emploi et du chômage. Alors, il faut toujours continuer à avancer. Une ville, c'est une unité en mouvement, toujours en mouvement. Le climat est quand même plus calme depuis quelques mois. Encore une fois, la majorité des résolutions sont votées unanimement. Même le budget a été voté unanimement. Donc, en apparence, le climat semble plus serein un peu, non? Oui, le climat est plus serein parce que, bon, c'est sûr qu'en ayant une assemblée mensuellement, une période de questions à la fin, ça aide énormément. Ça nous permet aussi de travailler à l'extérieur des assemblées publiques. Alors, les gens se rendent bien compte que nos assemblées publiques ne terminent pas à minuit. On traite tous les dossiers. À 9 heures, on a terminé lorsqu'il n'y a pas de droit de veto et d'inconnu comme ça. Donc, je pense, oui, ça va mieux, mais il faut prendre des initiatives. Et présentement, il n'y en a aucune. Alors, on se dit, regarde, on va les prendre. On va dire à la population comment on voit l'avenir de la ville. Bon. Et justement, comment voyez-vous l'avenir de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? Quelle est la vision que l'équipe pour Saint-Jean va défendre? Parlons d'économie, certains parlent le fameux parc d'affaires dont on parle avec la MRC, mais certains seraient tentés de vous parler aussi de l'avenir des terrains de golf, de l'aéroport, bref, même du Festival de Montgolfière. On pourrait en parler plusieurs, mais c'est quoi la vision d'avenir qui est défendue par votre parti? La vision d'avenir, pour nous, la priorité va être mise sur l'environnement. Donc, il faut augmenter nos espaces verts, mais il faut également augmenter le niveau de richesse. Donc, et ça pour les années futures. Donc, on met la famille au centre de notre démarche. Et d'un côté, on va prioriser l'environnement, et de l'autre côté, l'économie, la famille étant, si on veut, l'équilibre. Donc, c'est ce qu'on vise. Donc, on a annoncé qu'on visait à protéger rien de moins que 85 des terrains de l'ensemble des 2 terrains de golf de Saint-Jean, c'est-à-dire le golfe de Saint-Jean plus le golfe de Saint-Luc. On entend qu'il en soit protégé 85 Donc, on travaille là-dessus. Et ça, on a envoyé un message aussi très clair. La majorité que nous sommes ne veut pas acquérir le club de golf Saint-Jean. Cela devra se faire par une transaction privée. Donc, notre message est clair là-dessus. Donc, au niveau environnement, c'est un message majeur qu'on envoie. Vous savez, au cours de la première année, on nous a accusés de destruction et le reste, alors que la seule chose qu'on avait fait comme initiative, c'était de dire il faut consulter la population. On a laissé faire, on a laissé ça aller, on se dit, l'an 2, là, il faut qu'on démontre à la population, il faut qu'on communique à la population que notre approche est une approche environnementale avec un équilibre économique. Il faut que la famille en ait les bénéfices. Bon, dans le cas des golfs, pour ce qui est de Saint-Jean, vous êtes toujours favorable à ce projet de libérer peut-être quelques espaces à l'avant de la rue Jacques-Cartier pour permettre au club de renflouer sa caisse et payer sa dette? Est-ce qu'on est toujours dans cette dynamique-là? Ou si vous voyez l'avenir du club de golf Saint-Jean autrement? On la voit autrement. On la voit autrement, comme je dis, par l'entremise privée. Vous savez, il y a des initiatives qu'on peut prendre. Par exemple, une entreprise privée pourrait acheter le golfe de Saint-Jean. Il pourrait en faire cession à la ville de Saint-Jean. Et on peut remettre un reçu fiscal. Donc, ça se trouve à être le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral qui se trouve à contribuer à l'acquisition du golfe de Saint-Jean. Ça, c'est des démarches novatrices qu'on peut utiliser, qui sont tout à fait légales. Donc, on travaille là-dessus, on travaille sur cette approche, on ne s'en cache pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne veut pas acquérir. La ville n'acquérera pas le golfe Saint-Jean. Mais il y a des façons de l'acquérir et, bien sûr, de le léguer à la communauté. Bon, et dans le cas de Saint-Luc, si on dit qu'on protège 85 donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on permet quoi, le développement sur à peu près 15 de l'espace? Oui. Vous savez, Saint-Luc, nous, on le voit comme un écolo-parc, un parc familial, un parc multigénérationnel, si on peut dire, où les familles, les enfants vont s'y retrouver. Pour ce faire, on est d'accord pour qu'il y ait une petite partie qui n'aura pas d'inconvénients sur le voisinage, qui puisse être développé pour nous permettre d'en acquérir. Là, on peut en acquérir une petite partie. Et vous savez, il y a un projet aussi de village Alzheimer qui pourrait s'implanter à cet endroit-là. Donc, la Société Alzheimer pourrait acquérir une partie. Puis, il y a une partie aussi qui est agricole, qu'on ne toucherait pas,
qui serait protégée, qui resterait telle qu'elle. Donc, pour toute la population de Saint-Luc, c'est un message qui est très, très intéressant. Et nous, on commence les démarches, puis je pense qu'il faut aller en ce sens-là, puis il faut réaliser ça pour les années futures, pour le mieux-être de la collectivité. Bon, et pour ce qui est de l'économie, on dit souvent que la Ville est un peu en déficit à l'égard des taxes qu'elle pourrait percevoir en matière de commerce ou surtout d'industrie. Toujours un peu limité dans l'espace dont on dispose actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher davantage de revenus de la part du volet industriel? C'est sûr que le pacte d'affaires d'innovation régionale, c'est un beau projet. Alors, nous, vous savez, il y a 2 ans, on avait initié le projet de dire qu'il faudrait que le REM, le train de Gilles-Sorel, se rende à Chambly. Ouais. Donc, avec les maires, avec la communauté, on avait fait une démarche en ce sens-là. Monsieur le premier ministre, François Legault, a dit dans la campagne électorale, « Moi, je veux que le REM se rende à Chambly. » Alors, nous, on applaudit à ça. On se dit, bon, et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, alors, le ministre fédéral, M. Leblanc, est venu nous dire, moi, là, je travaille pour le prolongement de l'autoroute 35. Alors, on voit une opportunité, pas pour demain, on voit une opportunité pour dans 10 ans. Tout le monde dit, oui, mais on n'a pas besoin d'espace industriel, pas d'emploi, il manque des travailleurs. Oui, aujourd'hui, on peut se dire ça. Mais dans 10 ans, lorsque notre projet arrivera à maturité, possiblement que le cycle économique aura changé, on sera en manque de main-d'œuvre. Alors, c'est certain que pour le gouvernement du Québec, on pense au train léger sur rail qui part de Montréal, mais au lieu d'arriver avec des wagons vides, il va peut-être avoir des ingénieurs qui vont être dedans, il va peut-être avoir des professionnels qui vont être dedans, qui vont venir travailler dans un parc industriel tout à côté. Alors, je pense que c'est effectivement novateur, puis c'est un projet régional, bien sûr, avec la MRC, que nous, on souscrit. Bon. Dans les autres projets que vous appuyez, vous parlez du Carrefour Saint-Eugène, le projet Évol, le projet Hélios. Bref, donc des projets qui, pour vous, sont importants. Pourquoi? Pour avoir un accroissement démographique de la ville, pour atteindre le fameux 100 000 habitants? Est-ce que c'est un objectif en soi? Écoutez, ce n'est pas un objectif en soi, c'est une opportunité. On ne pourra pas empêcher la ville de Saint-Jean d'atteindre le 100 000 de population d'ici 4-5 ans maximum. Ça va arriver. Ça va arriver de toute façon. Alors, il y a une opportunité à plusieurs niveaux. Si on parle du transport en commun, si jamais le train se rend ici, déjà, on va avoir une petite opportunité parce que, vous savez, on ne se rendra plus à Montréal. Alors, il est prévu dans notre contrat avec le transporteur qu'on va réduire les coûts. Ouais. Donc, on ne se rend plus à Montréal. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup moins de kilométrage de fait. Quand ça va se rendre à Saint-Jean, ça va être plus que la moitié de notre facture de transport qui va diminuer. Et à ce moment-là, on va avoir vraiment un vrai réseau de transport urbain avec une desserte vers le parc de technologie et, bien sûr, vers le REM. En ce qui concerne Saint-Eugène, Saint-Eugène, c'est un peu l'enfant pauvre, si on peut dire, au niveau de la desserte économique et commerciale. Il est temps de remédier à ça. Et en ce sens, le projet de Carrefour Saint-Eugène est un projet pour répondre aux besoins de la population. On parle de pharmacie d'envergure, on parle d'épicerie, on parle de commerce de quincaillerie. Alors, je pense que oui, Saint-Eugène, vous savez qu'en Saint-Eugène, quelqu'un veut venir faire l'épicerie, je veux dire, s'il prend quoi, 7, 8, 10 minutes pour se rendre au centre-ville ou dans le quartier NDA ou IGA ou Super C. Alors, je pense que ça leur permettrait effectivement, compte tenu de la population qu'ils ont, d'avoir une desserte, justement, de qualité en 2019. Yvan Berthelot, merci beaucoup. Ça m'a fait grandement plaisir. Joyeuse fête à tous. Au plaisir. Restez avec nous, on va revenir après ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on reçoit un gars qui a joué au hockey, au golf, qui a étudié aux États-Unis. Il performe dans tout. Vincent Blanchette est avec nous. Quelle émission. Ouais. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
savez, l'automne dernier, élection générale au Québec, la coalition Avenir Québec a pris le pouvoir, donc majoritaire, et ce vieux projet d'abolir éventuellement la démocratie scolaire et de transformer les commissions scolaires. Donc, bref, la question est quand même pertinente. Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années? Quel avenir réserve-t-on à la commission scolaire des Hautes-Rivières? Des questions probablement que se pose la présidente elle-même, André Bouchard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. J'ai souvent dit à la blague que vous étiez la présidente à vie, mais là, est-ce que vous allez être la dernière présidente de la commission scolaire? J'ai toujours pensé que ce ne serait pas le cas, mais là, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je n'ai pas autant d'assurance que j'en avais. Bon, et là, bon, vous le savez, le ministre de l'Éducation et le député de Chambly, que vous connaissez bien, Jean-François Roberge, qu'on a reçu d'ailleurs en entrevue il y a à peine 2 semaines, qui répétait un peu le même message qu'on a entendu durant la campagne électorale, c'est-à-dire de transformer les commissions scolaires en centres de services, d'avoir des équipes écoles, à rapprocher des décisions dans les écoles, à abolir la démocratie scolaire et tout ça. Bon, tout ça ne se fera pas évidemment du jour au lendemain. Déjà aussi que le mandat, même sous le précédent gouvernement libéral, vos mandats ont été prolongés parce qu'il devait y avoir des élections scolaires. Oui, il devait y avoir des élections au début du mois de novembre. Puis compte tenu de la proximité avec les élections provinciales, même si ça fait des années qu'on le savait, là, que c'était dans le même mois les élections, on a été prolongé jusqu'en novembre 2020. Bon, novembre 2020, et puis là, le gouvernement jongle également avec l'idée de tenir des municipales au printemps 2022. Donc ça aussi, c'est différents scénarios. On va voir ce qui va en découler, mais quels sont les premiers indices que vous avez reçus de la part du ministère de l'Éducation lui-même ou de son nouveau ministre, même s'il n'est pas en poste depuis très, très, très longtemps? Écoutez, le lendemain où est-ce qu'il avait été élu, qu'il avait été nommé ministre, il est venu rencontrer les présidents des commissions scolaires. On était réunis en conseil général, puis c'est vraiment moins de 24 heures avec sa nomination de ministre. Et il nous a réitéré ce dont vous venez de parler, là, que les commissions scolaires, ça deviendrait des centres de services. C'est pas nécessaire. C'est l'abolition de la démocratie scolaire telle qu'on la connaît. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que les parents des conseils d'établissement, avec les enseignants, la direction d'école, ce serait une autre forme de démocratie, une démocratie qu'il appelle de proximité. Proximité, donc les comités de parents, les comités, les conseils d'établissement, ces choses-là. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'il a dit. Il l'a dit, puis il y a 2 semaines, on était au colloque de formation de l'Association des directeurs généraux et il l'a répété aussi. Alors, c'est vraiment vers ça qu'il veut s'en aller. Quant à ce que les commissions scolaires deviennent des centres de services, moi, je considère que c'est déjà ça, une commission scolaire. On s'occupe de la gestion des ressources humaines, les engagements, les payes, la technologie dans les écoles, les ressources matérielles, c'est déjà ça. Maintenant, lui, il veut faire un pas de plus. Il veut envoyer ce dont il parle, c'est de mettre les ressources pédagogiques, les ressources éducatives directement dans les écoles. Alors, c'est un peu son propos. Bon, entre-temps, il y a aussi ce projet des maternelles 4 ans. Oui. Donc, comment cela va-t-il s'opérer à court terme sur notre territoire ici? C'est certain qu'actuellement, on n'a pas de place pour avoir des préscolaires 4 ans dans toutes les écoles, même que la semaine dernière, j'ai interpellé M. Lemieux, pas la semaine dernière, la semaine avant, j'ai interpellé M. Lemieux à ce sujet-là parce que... Oui, parce qu'on est en train d'ouvrir... je procède vendredi à l'ouverture des soumissions pour l'école Saint-Eugène. Oui. Et évidemment, les préscolaires 4 ans ne sont pas prévus dans l'agrandissement. Alors, moi, j'ai interpellé le député pour qu'il interpelle le ministre à cet effet-là, c'est-à-dire que tous les agrandissements qui ont été accordés et les nouvelles constructions d'écoles devraient d'office comprendre des préscolaires 4 ans. On devrait réévaluer ça, puis ne serait-ce que d'organiser les classes pour qu'on soit capable de les accueillir. Alors, mais dans le meilleur des mondes, on pourrait en avoir quelques-unes l'automne prochain? On travaille, bien, probablement, j'imagine que oui. Ça prend la clientèle aussi. Évidemment, ce qui va être plus facile, probablement, c'est que si on annonce dès le mois de février qu'on va avoir des préscolaires 4 ans, on va avoir des inscriptions. Cette année, on n'a même pas réussi à ouvrir une préscolaire 4 ans parce que c'est au mois de juillet qu'on a fait l'annonce. Alors, les parents, ils sont organisés, eux. Si c'est annoncé d'avance, bien, probablement qu'on sera capable d'en ouvrir. Quant à Saint-Eugène, évidemment,
On n'a pas eu de lettre du ministre qui nous autorisait, parce qu'évidemment, le ministre, il faut qu'il consulte le Trésor. Si tu autorises une dépense supplémentaire pour un agrandissement, ça te prend évidemment l'autorisation du ministère du Trésor. On n'a pas encore eu de lettre du ministre, mais on travaille. Je pense qu'on va travailler nos plans pour être capable d'avoir des maternelles 4 ans. Parce que c'est pas tout à fait la même grandeur, une classe de maternelle 4 ans, puis c'est pas la même configuration. Il faut qu'il y ait une toilette dans une classe, ça prend un lavabo. Alors, on est en train de regarder pour préparer ça, au moins. Bon. En même temps, bon, on le sait, le premier ministre Legault est un politicien qui a fait souvent sa carrière sur l'éducation en disant qu'il était pro-éducation. Veut transformer un peu le réseau de l'éducation. Si on parle d'argent, le ministre Roberge l'a dit lui-même, donc en principe, le gouvernement ne devrait plus couper dans le ministère de l'Éducation, au contraire, même y investir davantage d'argent. Comment cela va découler, on verra dans l'avenir. Mais si on parle de taxation à l'égard des contribuables, parce que là, le nouveau gouvernement veut uniformiser la taxation scolaire, sauf que dans notre cas, à nous ici, si je me rappelle bien, on est à quoi, 18 sous du... On est à 18 sous du 100 $100 d'évaluation. Le premier ministre veut abaisser ça à 10 sous ou l'uniformiser à 10, ce qui voudrait dire une perte de revenus pour la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Donc, ça voudrait dire que le ministère va compenser? Oui, le ministère, il va compenser. C'est pas inquiétant pour ça. Ce qui m'inquiète, c'est d'où va venir l'argent. Parce que l'argent, il va falloir qu'elle vienne de quelque part. Puis à chaque année, ce dont on parle, ça va être récurrent. Là, actuellement, il y a l'air d'en avoir de l'argent au gouvernement. On est en surplus. Le 700 millions de compensation pour les commissions scolaires, ils vont être à même de le trouver. Mais avec les années qui passent, bien, c'est pas... personnellement, ça m'inquiète parce qu'on dit que ça prend un réinvestissement massif en éducation, puis on coupe les taxes. Alors, c'est un message qui est un peu inquiétant. Bon. Croyez-vous tout de même qu'au moment où on va prononcer le budget, j'imagine quelque part en mars-avril, c'est toujours dans ces eaux-là, est-ce que vous pensez que c'est à ce moment-là qu'on va avoir davantage accès aux réponses là, à l'égard de tout ça un peu? Oui, on va avoir davantage accès aux réponses. Là, c'est un projet de loi qui a été déposé, le projet de loi sur la taxation, puis c'est pas dissous à la grandeur du Québec pour l'année prochaine. Là, ça va être dégressif, cette affaire-là. Alors, il va y avoir certainement des annonces qui vont être faites à ce niveau-là, puis on va savoir davantage où se loger. Il y a aussi une question c'est quand même un peu une perte pour les commissions scolaires parce que, évidemment, quand il y avait des retards dans les comptes de taxes, on avait un taux d'intérêt. Puis le taux d'intérêt, on les établissait, nos taux d'intérêt, on établissait, mettons, 12 ou 15 %. Puis là, le gouvernement va aussi décider du taux d'intérêt pour les retards de taxes, qui est autour de 6 %. Alors, ça aussi, c'est quand même une petite perte de revenus. Bon. Comment voyez-vous l'avenir dans les prochaines années? Parce que là, vous dites que votre mandat, techniquement, est prolongé jusqu'en 2020. En même temps, est-ce que là, les commissions scolaires vont être transformées en centres de services avec un conseil d'administration? Est-ce que ça va ressembler un peu au centre de santé ou au cégep? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un peu ça, la nouvelle dynamique qui va s'installer? Et quel est le rôle que les citoyens, qui ne seront peut-être pas des élus, vont pouvoir jouer alentour de ça? J'imagine que dans l'idée du gouvernement, c'est de donner davantage de place aux parents dans les écoles. J'ai un peu de difficulté à voir comment ça va s'orchestrer parce qu'on se rappelle qu'en début d'année, des fois, on a de la misère à faire des assemblées générales de parents. Alors, les parents ayant plus de pouvoir dans leur établissement, j'imagine que peut-être qu'ils auront un intérêt supérieur. Maintenant, la perte de la démocratie, c'est aussi une perte de pouvoir régional. C'est au niveau régional que c'est un peu inquiétant, parce que si chaque école se gouverne, ça va faire beaucoup d'unités sur le même territoire. Et j'ai de la misère à voir qui va vouloir s'occuper des élèves HDA, la division de ces classes-là. Il va falloir que ça se fasse quand même régionalement, parce que je pense que si on veut améliorer aussi les taux de réussite, il va falloir aussi se pencher sur cette question-là. Bon, vous avez même dit dans votre entrevue au Canada français, je ne sais pas si c'était un peu à la blague, mais je trouvais la phrase intéressante de dire si un jour les parents ont des problèmes avec les écoles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler leurs députés? C'est sûr.
C'est sûr, il n'y aura plus d'interface. Les gens, la population dit on ne s'occupe pas de ça, les élections scolaires, on ne va pas voter. Mais moi, je vous assure que quand il y a des problématiques de transport, ils appellent les commissaires. Puis quand c'est rendu à la présidente, ça va vraiment pas bien. Alors, j'imagine que ce seront les députés qui seront l'interface parce que, évidemment, plus de pouvoir dans une école, ça va être dans le respect quand même du budget qui va leur être dévolu, avec les conventions collectives, avec le régime pédagogique. Il va y avoir quand même des règles, là. Ce ne sera pas, il y a 50 quelques établissements à la commission scolaire, ce ne sera pas 50 quelques établissements, unités privées, là. Il va falloir qu'il y ait des rapports. Et là, on va appeler ça quoi? Le Centre de service scolaire des Hautes-Rivières? Bien, j'imagine. Le centre de service. J'imagine. Écoutez, je ne suis pas rendue là. Actuellement, évidemment, la loi sur l'instruction publique est ainsi faite que nous, on continue à faire notre travail autant que la loi va nous le permettre. Puis j'ai l'intention de vraiment, quand on va terminer notre mandat ou si on termine notre mandat, on va le terminer, on va vraiment réaliser ce qu'on a réalisé. On a des projets. Je pense que vous avez vu récemment, on a un projet de centre intégré pour la formation professionnelle, la formation aux adultes, celle aux entreprises, un projet d'entrepôt. C'est un gros projet intégrateur que j'ai déjà présenté à M. Lemieux, puis qu'on va s'apprêter à aller présenter au ministre récemment, le plus tôt possible. Puis, pour moi, ce sera un bel héritage pour la Commission scolaire des Hautes-Rivières. André Bouchard, merci beaucoup. Joyeuses fêtes. Ça me fait plaisir. Joyeuses fêtes. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Si vous avez des questions durant l'hiver, la collecte des ordures, la collecte également sélective au niveau du recyclage, l'ouverture des écocentres, il y a toujours des conseils pratiques qu'on peut vous donner via le site de Compo au Richelieu à compo.qc.ca. Vous avez manqué le conseil de ville, vous désirez avoir un résumé, certains extraits qui sont choisis et présentés ici dans cette émission à Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télé Bingo, 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, bien sûr, si vous désirez nous joindre, plus rapide et plus facile par courriel, commentaire, suggestion, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.